Je pense qu'avant tout, le but d'une entreprise, c'est de générer de l'emploi et faire du chiffre d'affaires. Ah, j'adorais vous recevoir un coup de fil. By the way, Maya, je peux les US, c'est plus de 300 millions de consommateurs. Ouais. C'est quoi la clé de réussite alors? C'est difficile d'entreprendre. Maya, tu es dirigeante de France Digital, tu es conférencière, businesswoman, entrepreneuse, tu représentes plus de 15 000 startups en France et tu as généré plus de 1 300 000 emplois. Mais moi, ce que je veux savoir, derrière tous ces chiffres, ces beaux chiffres, j'ai envie de savoir qui est cette Maya. Elle est belle, non? Elle est très belle. Elle est très belle, elle me fait rire cette photo parce que Pourquoi? en fait, j'ai l'âge de ma fille aînée aujourd'hui. Ok. Et j'ai cette photo, on l'a envoyée il n'y a pas très longtemps en me faisant croire que c'était ma fille. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait un pyjama hyper vintage dessus, donc c'était forcément moi. C'est forcément. T'avais quel C'est âge là? forcément né dans les années 80, je devais avoir 5-6 ans. Ok. Voilà. Qui est cette petite fille très heureuse, avec toujours la pêche. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai gardé. Pleine de rêves, assez passionnée par l'espace. À cette époque, j'étais assez fascinée par tout ce qui se passait dans le ciel. Ok. Encore maintenant ou... Assez curieuse. Oui, mais en fait, j'aime bien les découvertes scientifiques. Moi, j'étais abonnée à Sciences et Vie quand j'étais petite et c'était assez fascinant, tout ça. On va en parler aussi un petit peu pendant l'émission. Juste rapidement, je rappelle pour les personnes qui vont découvrir le Com Show sur cet épisode, le Com Show, c'est un talk show qui a pour but de parler marketing et de communication dans un cadre assez atypique. Et on va passer 20-25 minutes sur une thématique clé. On va parler de comment réussir à créer les futures réussites de demain. C'est un sujet très vaste et forcément très ambitieux. Et très ambitieux, mais je crois que c'est un petit peu le goal quand même de France Digital. Tout à fait. Pensez bien à vous abonner, à liker, etc. C'est hyper important, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, mais n'hésitez pas à mettre la petite cloche, machin. Tout ça, vous connaissez. Est-ce que tu peux donner la base déjà de concrètement ce qu'est France Digital pour qu'on ait le contexte global et pourquoi est-ce qu'on va traiter de ce sujet aujourd'hui? Alors, France Digital, c'est une organisation professionnelle. Donc c'est une association qui a été créée en 2012 par des entrepreneurs et des investisseurs, pour des entrepreneurs et des investisseurs. À l'origine, c'était assez concomitant avec le mouvement des pigeons, qui était notamment une fronde menée par des entrepreneurs à un moment où il y avait justement, et c'est un peu d'actualité, des décisions budgétaires pour la France qui étaient assez contre-productives pour l'essor des startups, parce que ça pénalisait le capital risque. Et c'est comme ça que l'association s'est créée avec une double action. D'un côté, fédérer un écosystème professionnel pour faire en sorte que les startups grandissent en rencontrant des investisseurs, des potentiels clients, en partageant entre pairs, donc vraiment ce côté organisation professionnelle. Et de l'autre, cette casquette de lobby, où justement, on va être au plus proche de nos membres, de ces startups, être un peu toujours les deux doigts dans la prise en essayant de comprendre ce qui se passe, en faisant des études, pour pouvoir derrière représenter nos entreprises, enfin ces entreprises, auprès des décideurs publics, au niveau de la France, mais aussi à Bruxelles, pour que le cadre réglementaire ne pénalise pas la croissance de ces boîtes. Ok, bon, on va parler de certaines de ces boîtes. Je te montre un premier chiffre déjà. Tu vas essayer de me dire à quoi ça correspond. Alors bon, si tu y arrives en one shot, franchement bravo. À quoi correspond ce chiffre? Je pense que ça doit être, je sais pas, les 30 licornes qui existent en France aujourd'hui. On en a parlé un petit peu avant, je crois que t'aimes bien le mot licorne, hein, c'est exactement ça. C'est le nombre de licornes françaises actives en France. Alors, la Maya est très gentille en me disant « je n'aime pas ce terme ». Elle m'a insulté, elle m'a dit « je déteste le mot licorne ». Non mais en vrai, c'est le nombre de licornes qui est en France, quand même, donc des boîtes qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Pourquoi t'aimes pas le terme licorne? Non, j'exagère quand je dis que j'aime pas. En plus, quand Emmanuel Macron a annoncé l'objectif des 25 licornes en 2025, c'était un événement France Digital. Donc, quelque part, on était un peu derrière cette idée-là. Mais c'était il y a quelques années. Et le but de licorne, c'est de montrer que sur le chemin de la croissance de l'entreprise, on arrive à un certain niveau de valorisation qui prouve qu'on est un peu dans la cour des grands. Sauf que le sujet du mot licorne, ce qui m'agace, c'est que ça parle que de valorisation d'une entreprise. Or, dans le monde du private equity, en tout cas, tant qu'une boîte n'est pas cotée, sa valeur, elle est celle du marché. Donc, c'est capable de payer quelqu'un pour l'acheter. Or, aujourd'hui, il y a quand même très peu de personnes capables de payer 1 milliard pour acheter des boîtes, surtout sur le marché européen. Donc, c'est assez galvaudé. Et puis surtout, devenir une licorne, c'est pas du tout une fin en soi. Je pense qu'avant tout, le but d'une entreprise, c'est de générer de l'emploi et faire du chiffre d'affaires. Quelque part, sa valorisation, notamment quand c'est non coté, ça a très peu de valeur. Ok, mais c'est bien de le rappeler, effectivement. Là, de toute façon, chez France Digital, tu as des boîtes qui lèvent des fonds, tu as des boîtes qui sont en bootstrap aussi, qui sont en autofinancement. En fait, nous, ce qu'on va défendre, c'est vraiment... la mission de France Digital, c'est de défendre les acteurs de l'innovation en Europe.
Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est l'innovation. Et pourquoi l'innovation? Parce qu'on est certain que c'est ce qui est le moteur de notre compétitivité dans le monde. Si tu regardes aujourd'hui, notamment dans le volet numérique, on s'appelle digital aussi parce qu'on est né sur cette vague de digitalisation, mais maintenant, ça n'a plus trop de sens parce qu'en fait, tu peux parler aussi de vague IA. En fait, pour moi, c'est des sous-couches sur lesquelles toutes les boîtes aujourd'hui se basent. Aujourd'hui, comme chose, c'est quasiment 100% digital, ta présence elle est sur les réseaux sociaux, et tout ça, donc c'est un sous-jacent, le numérique. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les Américains, notamment les hyperscalers, Google, Amazon, qui trustent le marché. Ouais. Et quand tu y réfléchis, quand tu es sur le domaine du numérique, et toutes les boîtes le sont un peu, en fait, une grosse partie de la valeur de ce que tu produis est captée par ces gens américains. Tu décides justement d'être visible un peu en ligne, de faire l'acquisition client, tu payes, tu rétrocèdes une partie de l'argent à des Américains. Tu héberges ta donnée. Tu es dans 8 chances sur 10 que tu sois sur un hyperscaler américain. Ouais. Et ça, c'est parce qu'ils ont su capter une révolution, une sorte d'innovation. Et nous, on veut que les prochains acteurs de l'innovation soient européens. Et comment est-ce que tu fais face justement à ces grands acteurs, alors américains, chinois aussi, pour pouvoir mettre en avant l'écosystème français et séduire des talents à nous rejoindre, tu vois? Oui. C'est quoi les grands? Alors c'est la question à, ah oui, ça, c'est pas évident. 1 million, mais... Je pense que déjà collectivement, c'est pas quelque chose qu'a faire France Digital seule. Et je pense que depuis plus de 10 ans, la France a réussi à se reconstruire, a toujours eu une bonne image, notamment dans le luxe, mais a réussi à se construire une image dans d'autres secteurs, et notamment la tech. Le mot French Tech, qui représente toutes les startups en France, a beaucoup de valeur, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été capable, dans les dernières années, de par ce qu'on a pu créer comme environnement fiscal en France, de parce qu'on a des super ingénieurs, des super chercheurs, à mettre la lumière sur cet écosystème, et à faire revenir des talents français qui étaient partis. Ouais. Parce que moi, quand je suis arrivée chez France Digital, je m'occupais notamment du volet talent, et j'organisais des événements à San Francisco pour aller à Stanford et Berkeley en disant « Oh, sachez qu'il y a aussi des super boîtes en France et que si vous voulez travailler dans la tech, il se passe des super choses en France. » Et ça, on a réussi à le faire. Ils sont revenus. Le but, c'est de les garder. Alors, on y arrive parce qu'en fait, tu vois bien qu'il y a des OpenAI qui décident d'ouvrir des bureaux en France parce qu'on a des super ingénieurs, en Europe aussi. Donc, ça attire nécessairement. Donc, c'est toujours important de continuer à former, absolument. Mais au-delà de ça, c'est quand même des entreprises qui proposent pas tout à fait le même salaire que les boîtes françaises. Et donc, ça, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un gros volet sur lequel on travaille avec France Digital, c'est l'intéressement salarié. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos entreprises, si elles ne peuvent pas aligner complètement au niveau du salaire, puissent quand même avoir des outils d'attractivité, de rétention des talents. Donc les BSPCE, des AGA. Exactement, les BSPCE, c'est l'actionnariat de salariés où en fait tu prends une part de l'entreprise à un prix initial fixé. Et donc c'est une option d'achat dans le futur. Et donc si la boîte grossit, ta part du gâteau grossit avec. Et ça, tu ne penses pas que ça a été un peu galvaudé? Parce que les BSPCE, ça a été utilisé pour séduire des talents. Il y a quand même pas mal de paramètres derrière les BSPCE qui font que c'est intéressant à des démarrages de boîtes, un peu moins quand il y a déjà des grosses valos. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes que les BSPCE? Tu vois, par exemple, il y a les AGA, donc c'est les augmentations gratuites, je crois. C'est les actions gratuites. Actions gratuites, donc qui coûtent cher à l'entreprise, mais qui permettent d'avoir des vrais titres. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Je suis hyper, tu vois, moi, intéressé même pour Com, pour réussir à embarquer des talents dans la durée, hormis les BSPCE ou les AGA. Est-ce qu'il y a d'autres leviers ou pas? Et indépendamment du financier dont on a parlé je pense que ça reste quand même la meilleure partie parce que c'est comment est-ce que tu arrives à partager la valeur de l'entreprise. Oui, donc forcément, et il n'y a pas d'autre moyen, je pense, que d'être actionnaire. Ce qui est certain, c'est que je dis toujours, c'est que des actions ne remplacent jamais un salaire et qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Mais le fait de prendre une part dans une entreprise, c'est prendre le risque avec cette entreprise et si elle grandit et qu'elle grossit, c'est jackpot. Après, il y a un enjeu de rester suffisamment dans l'entreprise pour pouvoir en profiter, c'est le volet fidélisation. Mais je trouve ça normal que tu ne puisses pas venir 6 mois et transformer. Mais moi, je connais plein de personnes qui, du coup, ont fait des super belles culbutes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ça reste un marché hyper risqué. Une entreprise normale qui se développe avec un business plan qui est quasiment certain, en fait, si elle déroule correctement, il y en a quand même 1 sur 3 qui se plantent. Dans les startups, c'est plus d'1 sur 10 parce qu'en fait, le modèle lui-même est risqué. Et ça, faut le comprendre. Mais ça fait partie de la part du risque. Et c'est peut-être une des choses, si le thème, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des belles boîtes et à réussir, c'est qu'il faut accepter de prendre du risque. Il y a un truc qui t'énerve dans l'environnement startup, scale-up, des constats qui te font chier, par exemple, tu vois, typiquement de parler de licorne et uniquement de valorisation qui n'est pas du tout révélateur de la santé d'une boîte. Tu as des trucs qui t'emmerdent après, tu vois, quelques années à graviter dans cet écosystème ou pas?
moi, ce que je me dis, c'est que là, il y a une forme de marketing qui s'est opéré autour des startups depuis quelques années. Le côté French Tech, Coq, on parle de Valo, du unicorn, en disant que c'est un peu américain, c'est sexy, on devient tous entrepreneurs, en oubliant en fait que c'est difficile d'entreprendre. Il n'y a rien de plus difficile. Et donc, je pense c'était très bien quelque part de donner cette image d'entrepreneur avec un équilibre, un lifestyle un peu cool. Enfin, ça n'existe pas. En fait, déjà, non seulement, ça n'existe pas. Deux, je pense que parfois, tu vois, créer trop fortement une marque de la startup cool baby-foot avec beaucoup de mecs et tout, tu as tendance déjà à entretenir le truc et donc ça attire moins de femmes, moins... Enfin, le problème des startups aujourd'hui, c'est que 90% d'entre elles n'ont aucun profil de plus de 40 ans. Il y a une forme de jeunisme dans ces entreprises-là, tu vois. Donc oui, je pense que cette image qu'on a su créer au début, qui était nécessaire parce que ça n'existait pas. En fait, moi, ça fait plus de 12 ans que je suis dans cet écosystème. J'ai commencé ma carrière dans la tech en faisant du recrutement, en chassant des profils, en disant, voilà, j'ai telle super startup qui se développe, va travailler pour elle. Moi, les gens me rayonnaient en disant, j'ai pas du tout envie de travailler pour une startup, j'ai trop peur, en gros. Alors que maintenant, ça fait venir... Et ça c'est plutôt positif, tu vois, c'est qu'on a réussi à exister et non seulement, et en plus de ça, à attirer des super profils. Mais ça devient quasiment caricatural. Et tu le disais en introduction, aujourd'hui, les startups, elles sont 15 000 en France, elles sont à l'origine de près de 1,3 million d'emplois. C'est un vrai problème d'économie. Et en fait, c'est des entreprises normales, où il y a des galères, où oui, se lancer dedans, c'est pas toujours le jackpot. Et donc oui, quand tu parles de BSPCE, est-ce que c'est un bon moyen ? Non, c'est une prise de risque, mais ça peut être un bon moyen de réussir quand même. Donc ouais, moi j'ai envie que le narratif qu'on a autour de la startup et la startup nation encore plus, il faut voir les startups un peu comme... tu peux faire un super jackpot, tu peux créer un potentiel Google et espérons qu'on en soit capable. Mais pour moi, tu es plus en train de créer une brique dans l'écosystème global qui va nous permettre de faire avancer l'économie d'un pays ou d'un continent. Et une startup n'a pas forcément une trajectoire de licorne, elle peut faire d'autres choses. On peut aussi créer une PME qui emploie juste 30 personnes, mais qui va quand même aider. Donc, tout ça pour dire que moi, je vois une startup un peu comme une forme de laboratoire d'innovation. Qui derrière doit nécessairement soit être acheté par un grand groupe, soit être financé pour pouvoir passer à l'échelle, qui doit faire des acquisitions, qui doit merger avec d'autres boîtes. Enfin voilà, c'est pas linéaire la vie d'une entreprise, c'est très très complexe et ça fait partie de la magie. Mais ça, on n'en parle pas suffisamment. C'est clair. Mais j'ai l'impression quand même que ça bouge un peu et que ça évolue et c'est ce que tu dis. C'est que c'est fini le côté uniquement success story machin. On sait que c'est dur, on sait que c'est compliqué. Mais au-delà du côté success story, c'est le côté aussi qu'est-ce qu'un développeur, tu vois. Il y a une image un peu geek du métier qui, pour moi, n'est pas forcément la réalité. N'est plus en tout cas celle d'aujourd'hui. Et donc il faut faire évoluer ce narratif. C'est clair. France Digital, en fait, vous êtes une certaine forme de lobby, puisque vous avez une belle communauté. Ça reste plus petit à d'autres échelles avec des acteurs qui sont beaucoup plus grands, mais ce qui est déjà incroyable. Comment tu fais pour réussir à séduire les médias et qui vous donnent encore plus de visibilité, tu vois, pour avoir encore plus d'impact? C'est quoi un peu la stratégie que vous avez? C'est pas facile. C'est vraiment même très compliqué parce que, comme tu le dis, on est déjà une très belle équipe de lobby. Moi, j'ai 5 personnes full-time qui sont que sur du réglementaire et des relations institutionnelles. Mais comparé notamment à des GAFAM, si tu voyais leur présence à Bruxelles, c'est assez fascinant. Donc, comment est-ce que nous, on se fait entendre? Je pense que, de un, le fait que tu sois légitime à représenter plusieurs acteurs, que tu arrives à les fédérer, à vraiment être en contact direct avec eux, déjà, ça te donne un certain poids parce que tu as une image à date de ce qui se passe qui est vraiment concrète et tangible. Et donc, c'est pour ça qu'on sort plein d'études. Ça, c'est le premier point. Dans le positionnement de France Digital, on fait très attention parce que on parle d'acteurs du numérique. Moi, je parle vraiment de sociétés qui sont dans cette phase de croissance et de développement. Donc, le mot start-up peut être un peu galvaudé, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est vraiment ces boîtes-là, celles qui prennent du risque, qui sont au début, qui sont au moment où c'est le plus galère. Et il y a plein d'acteurs du numérique qui sont beaucoup plus gros, qui n'ont plus du tout les mêmes enjeux. Donc nous, on reste fidèle à cet ADN. Donc forcément, on n'aura pas les mêmes moyens que des lobbies de grands groupes. Mais en étant fidèle à cet ADN, en ayant, j'espère, une espèce de com qui est fidèle. Tu vois, on a un nom qui est très pompeux, France Digital, c'est hyper institutionnel, mais quand tu regardes la manière dont on communique, c'est très... Ça se colle complètement à qui sont nos membres, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air d'être brut, vrai et vivant, très dynamique. On est très très agile, on est capable de déployer des actions dans la journée. Moi, je gère France Digital. Si tu vois, à l'origine, moi, je suis entrepreneur. Je suis pas gérante d'organisation professionnelle. C'est pas ça mon métier. Pour ton poste, j'ai le sentiment que tu te dois d'avoir été entrepreneur. C'est comme un chef de chantier. S'il n'a pas fait. Compliqué de... Je pense aussi, mais tu vois, mon prédécesseur, il était plutôt issu du côté politique. Ce qui était intéressant aussi parce que ça a permis d'ouvrir pas mal de portes auprès de certains décideurs.
Mais moi, la gestion que j'ai de l'association, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pas mal grossi et pas mal, on va dire, entre guillemets, scalé dans une... Après, on reste une petite trentaine, donc ça sera jamais une trajectoire licorne. Mais j'essaye d'inculquer cette espèce de niaque de l'entreprise et d'agilité. Et alors, j'ai forcément cette boîte qui me vient en tête, même s'il y en a plein d'autres, mais tu as Doctolib, qui est le parfait exemple de boîte qui a réussi à s'internationaliser. C'est quoi les ingrédients pour pouvoir réussir à avoir une réussite comme celle de Doctolib? Doctolib, ce qui est intéressant, c'est que, ça s'attaque à un marché qui doit être disrupté, enfin voilà, qui est un peu vieillissant, qui prendre rendez-vous chez un médecin, il n'y avait rien de plus pénible. Les médecins eux-mêmes assez mal équipés en outils informatiques, donc ils s'attaquent à un marché très intéressant, avec une solution technologiquement robuste, et surtout, c'est des machines de guerre de la vente. C'est ça qui est fascinant avec les US, c'est qu'ils ne sont pas plus intelligents, mais ils ont une capacité de vente et de marketing colossale. Mais tous les gourous, c'est pas le bon terme, tous les gros speakers américains te parlent que de ça. Ils disent le premier truc, c'est vendre, vendre, vendre. C'est la culture vraiment d'être un bon sales. Et j'avoue que Doctolib, tu le ressens vraiment. Pas que ça, je pense qu'il y a aussi une partie vraiment visionnaire de l'équipe fondatrice, de Stan aujourd'hui, mais tous les premiers collaborateurs que j'ai vus chez eux, ils étaient hyper bons dans l'exécution, dans la vision. Ils ont réussi quelque part aussi à tisser les bons contacts, parce que moi je crois beaucoup à l'effet réseau. Tu ne crées pas une boîte tout seul, déjà il faut que tu aies des clients, mais au-delà de ça, il faut aussi que tu aies des prescripteurs et que tu sois un peu dans l'air du temps. Enfin, tu vois, ils ont réussi. Tout est corrélé et c'est important d'aller un peu dans tous les sens, tout en restant focus sur ce que tu délivres. Pendant très très longtemps, ils ont fait du coup du rendez-vous en ligne. Maintenant, c'est parce qu'ils ont réussi à avoir cette diffusion, cette profondeur de marché qui développe des nouveaux services et que la boîte va enfin devenir rentable, mais après de nombreuses années. Ouais, c'est clair. Et ils ont su tenir dans la durée. Je vais te poser une question. Tu vas te mettre à dos 14 999 boîtes puisque tu en as 15 000 chez France Digital. Non mais en vrai, si tu avais genre un top 2, top 3, peu importe, de boîtes coup de cœur. Okay. Donc là, juste avant de rentrer, j'étais au téléphone avec Tetris. Ok. J'aime bien cette boîte, donc c'est une entreprise dans la cybersécurité. Ok. TEHTRIS. Ok. Et ça a été monté par une ancienne de la DGSE, donc là c'est une femme. Je sens que je sais que c'est un. Et c'est une entreprise qui est basée à Bordeaux. Tetris, ok. Et c'est une entreprise, au-delà de ce qu'ils produisent, c'est hyper intéressant, c'est de la cybersécurité, donc c'est forcément porteur. J'avais déjeuné avec la fondatrice qui me disait qu'un des problèmes qu'ils ont eu pour se développer, c'est qu'en fait, ils ont dû attendre que leurs concurrents américains viennent sur le marché et évangélisent le marché pour pouvoir véritablement commencer à vendre. Ouais, okay. D'où l'importance du marketing et du storytelling, je trouve ça fascinant. De ouf. Donc ça, c'est la dernière. Il y a un petit deuxième. Alors ce matin, j'ai vu 2 boîtes et pourquoi je vais t'en parler? J'ai vu Swan. Et non, ce qui m'a marqué, c'est que justement, la personne de chez Swan à qui je parlais ce matin, c'est qu'il me disait qu'il est arrivé chez Swan parce qu'avant il était chez Stripe et qu'il en avait marre de bosser par une boîte qui n'était pas européenne et française. C'est beau d'entendre ça. Et ça, c'est chouette, comme discours. Tu as dû avoir des concepts de boîtes assez folles. Je vais te proposer un petit jeu. Je vais te proposer deux noms de boîtes et activités de boîtes. Tu vas devoir deviner quelle est la vraie boîte et celle qui est fictive. D'accord, ça te va ? Très bien. On va voir si jamais tu attends. Bon, c'est des dingueries. Pourquoi il y a des histoires farfelues qui sont des vraies boîtes et qui marchent ? C'est pas que français, rassure-toi, c'est aussi américain et c'est là-bas qu'on peut aller chercher des dingueries. Premier, Nature Hot, entreprise néo-zélandaise qui propose des locations d'allumettes pour barbecue. Ou Hajemashi, une firme japonaise qui permet de louer un être humain pour jouer le rôle d'un parent ou d'un ami le temps d'un week-end. Bah, tu vas pas louer une allumette, c'est complètement débile. Maillard, effectivement, c'était ça. Petite dernière, est-ce que Lucky Gold Star, entreprise coréenne qui commercialise des penderies nettoyantes de vêtements, en plus de pouvoir ranger les vêtements à l'intérieur, l'armoire nettoie tes vêtements, ou The Breakup Shop, une entreprise canadienne auprès de laquelle tu peux louer une personne qui chargera de rompre avec ton partenaire, que ce soit par SMS, par une lettre ou même, très sympa, appel téléphonique. Trop sympa. Sympa. Sympa la lettre. Ah, j'adorais me recevoir un coup de fil. By the way, Maya, je te quitte. Ah bon. Oh putain. Oh, ça ne pas là, c'est crois-moi. Ça nous est tous arrivé. Alors les deux sont possibles, je trouve. Les deux existent, non ? Non. En vrai, c'est la première. Lucky Gold Star qui est la vraie. Mais en vrai, The Breakup Shop, c'est. Enfin, je suis sûr que ça doit exister. En vrai, je suis sûr que celle-ci n'existe pas, mais c'est sûr que ça existe. Les gens qui n'osent pas, qui n'ont pas le courage. Après, il y a un bon marché quand même sur le cleaning. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, quand même, combien de fois tu vas faire appel à The Breakup Shop pour rompre ? À mon avis, le coût d'acquisition est trop élevé par rapport à ce que tu gagnes. Ça dépend de la tranche d'âge. Sur un 18-25, qui paye ce service. Les mecs sont en train de lancer une startup en direct. Le BP direct. Vous avez un France Digital, t'es
vraiment sur des boîtes naissantes, novatrices, innovantes. Tu as aussi un rôle à jouer avec, j'imagine, la transformation des boîtes un petit peu plus traditionnelles. Comment est-ce que tu arrives à communiquer pour sensibiliser justement, tu vois, toutes ces entreprises qui ont besoin d'aller vers les nouvelles technologies, de faire des partenariats avec des startups? Tu as pas mal quand même de grands comptes qui commencent à essayer d'avoir soit des hubs en interne, soit de faire des partenariats avec des startups. Comment tu fais pour sensibiliser ces boîtes? Faire la démarche d'aller contractualiser avec une entreprise, souvent qui a moins de 3 ans, c'est prendre un énorme risque, mais pour un bénéfice qui peut être très grand. Ouais. Et donc, il n'y a pas trop cette approche retour sur investissement. Et c'est aussi bien pour les acheteurs privés, grands groupes, que pour les acheteurs publics, encore plus pour les acheteurs publics. Okay. Et ça, c'est dommage parce qu'on se coupe d'un énorme marché. Et d'ailleurs, aux US, la DARPA fait que les acheteurs publics, notamment la défense, achètent beaucoup auprès de startups. Okay. Donc ça, c'est un énorme frein. L'autre sujet aussi, je pense, et on a sorti un listing notamment au mois de septembre, qui s'appelle The Leading European Tech Scale-Up. C'est cette histoire d'image. Est-ce qu'on pense à des fournisseurs français ou européens quand on est la DSI d'un grand groupe? Le fait est que pas toujours. Primo parce qu'on n'est pas, il n'y a pas cette préférence à l'achat européenne. Tu vois, quand tu as le choix entre plusieurs fournisseurs, ok, il y a 15 ans, tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de passer par un américain, mais aujourd'hui, le DSI d'un grand groupe, il a des choix français, oui, il a des choix européens. Sauf que parfois, il ne les connaît pas toujours. Toujours ce que je te disais sur la force marketing des Américains, ils ont des budgets qui sont colossaux. Et nous, on a des boîtes taille équivalente d'un Doctolib qui émergent, mais qui sont reconnues que dans leur marché d'origine ou deux, trois autres marchés. Ouais, c'est ouf. Et donc, en fait, elles rentrent dans une espèce de trou noir parce que souvent, elles sont plus soutenues par tous les programmes d'accompagnement qu'on connaît, type French Tech, etc. Sauf que c'est des belles boîtes, mais elles ne sont pas assez grosses pour concurrencer les Américains. Elles sont plus suffisamment petites pour bénéficier de toutes les aides d'État. Donc voilà, elles se retrouvent dans un moment un peu dur, alors que c'est des vraies solutions qui permettent de scaler. Et donc nous, notre rôle avec France Digital, c'est d'essayer du coup de mettre un peu en lumière, de créer des mises en relation. On a pas mal de partenaires corporate qui sont dans notre réseau, qui viennent nous voir pour qu'on leur source des outils made in France, parce qu'on connaît mieux l'écosystème qu'eux. Donc c'est-à-dire que là-dessus, c'est de la communication de marketing, mais aussi de faire jouer du coup le réseau. Parce que 55 000 membres, j'imagine bien qu'à partir du moment où tu commences à mettre en avant une boîte, il peut se passer des choses. Donc c'est ça le premier réflexe que vous avez? On a une vue assez exhaustive de tout ce qui se passe, en France, et donc on est capable de sourcer ces boîtes. Et effectivement, dans le biz, ça marche souvent par prescription. Ouais, tu vas tester un service parce qu'on te l'a conseillé, et en fait, par bouche à oreille, par le fait de répéter, ça fonctionne. Je vais te donner un exemple tout bête. Il y a quelques jours, semaines, j'étais à un événement à Chamonix, qui s'appelle CHAM, c'est une convention sur la santé. Et j'étais appelée à intervenir pour justement parler d'innovation. Et donc j'ai cité une start-up qui s'appelle Wondercraft d'ailleurs, pour vous donner un exemple de ce qu'on était capable de faire en matière d'innovation, notamment grâce à l'intelligence artificielle, etc. Et parce que je l'ai cité, tu as une acheteuse de différents établissements de santé qui est venue me voir en me disant « Ah, ils étaient dans ma shortlist, je les avais enlevés. Mais si vous voulez conseiller, je les remets directement dans notre appel d'offres. » Et tu vois, ça tient souvent qu'à ça. Donc, il faut parler tout le temps de nos startups, de ce qu'elles font, pour qu'en fait, ça prenne et que les grands groupes ou les acheteurs publics aient ce réflexe-là de faire appel à ces boîtes. Ok. Si je te montre ça, est-ce que c'est le bon? Est-ce que ça te parle? e-résidence, c'est le statut en Estonie, non? Pour attirer notamment des entrepreneurs de la tech. Absolument. Est-ce que pour toi, c'est une bonne initiative? Comment tu penses qu'on pourrait adopter un modèle un peu similaire? En fait, on en parlait précédemment sur la guerre des talents. Une des raisons pour lesquelles aussi c'est parfois compliqué d'attirer des profils étrangers, c'est pour tout le volet administratif. Ouais. C'est hyper compliqué. Moi, je connais bien le sujet parce que j'ai créé une boîte qui s'appelle Yborder, qui est une plateforme de recrutement international, où justement j'attirais des talents devenus partout en Europe, mais aussi extra-européens. Et il faut savoir, et je recrutais surtout des développeurs. Il faut savoir que les développeurs les plus demandés, en gros, ils sont sur le marché un jour, quoi. Enfin, en une semaine, ils ont trouvé leur job, et ça peut aller très très vite. Ils se font démarcher tout le temps. Si tu te retrouves avec une procédure administrative de 6 mois pour pouvoir arriver dans le pays, entre-temps, on aurait pu te faire d'autres offres. Ouais. Et donc, c'est un véritable argument concurrentiel de pouvoir d'être un peu plus rapide. Et donc, moi, quand j'étais chez Yborder en tant qu'entrepreneur, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint France Digital, justement, parce que je savais qu'il y avait dans les bacs un sujet de défense sur le visa French Tech. Et c'était un vrai combat de France Digital. Et le visa French Tech, c'est quoi? C'est la possibilité, quand on est une entreprise tech, de passer par un guichet dédié à ces visas-là, pour ce genre de profil, qui va accélérer la démarche.
Ok. Et Accélérer, du coup, c'est quoi ça? Tu le fais passer de 4 de réduire mois à un mois d'un mois. Ok. Et donc ça, c'est génial. Et dans le cas de l'Estonie, qui va encore plus loin avec le système d'e-residency, bah oui, c'est un statut hyper facile, enfin pas facile à obtenir, mais en tout cas très fluide et hyper intéressant pour les entrepreneurs qui souhaitent monter un business. Et c'est comme ça qu'ils ont quelque part réussi à se mettre sur la carte internationale comme étant un lieu de création d'entreprises de start-up. C'est quoi les prochains gros challenges? Alors, tu as le budget forcément qui est en adéquation. Immédiat, ouais. Est-ce que tu en as un autre Moi, le challenge que je vois, c'est que un des principaux enjeux pour une entreprise qui souhaite se développer en Europe, enfin une entreprise européenne qui souhaite se développer, c'est de se développer en Europe, justement, parce qu'on est sur un marché ultra fragmenté de 27 pays. Or, même si le marché domestique français est très intéressant en termes de taille, en fait, les US, c'est plus de 300 millions de consommateurs, et l'Europe, c'est 450 millions, si on arrive à vraiment créer un marché unique. Donc pour moi, ça fait partie des enjeux clés qu'il va falloir craquer, c'est comment est-ce qu'on arrive à vraiment créer un réseau européen business pour pouvoir faire émerger des boîtes à la bonne échelle. Pourquoi c'est si important que ça, l'innovation? C'est parce qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant d'autres pays sur le volet numérique. Et il faut qu'on arrive à recréer un effet d'interdépendance avec les autres continents en ayant nous-mêmes des innovations clés auxquelles ils vont devoir faire appel. Et ça, c'est très difficile et ça se fait à l'échelle de l'Europe, un peu comme un Airbus a pu être fait à l'époque dans l'aviation. Et on a besoin de ces nouveaux projets qui sont fondateurs, qui vont redémarrer l'économie. Il y a des rapports qui sont sortis précédemment, je ne sais pas si c'est le dada de toutes les personnes qui suivent cette émission, mais le rapport de Mario Draghi ou d'Enrico Letta en début d'été, c'est des rapports qui ont été faits qui montrent que l'Europe est complètement en train de décrocher d'un point de vue économique parce qu'on n'est plus compétitif, on n'a plus assez d'innovation. Il nous faut ces grands projets-là et il faut le faire au niveau européen. Et pour ça, il faut défragmenter l'Europe et réussir à constituer tout ça. Donc nous, on a plusieurs mesures. C'est parti de nos combats actuels, notamment la création d'un 28e régime européen. Il y a 27 pays et nous, ce qu'on veut, c'est un régime on top of that, le 28e régime qui en fait permettrait à n'importe quelle start-up en fait, d'être une start-up véritablement européenne et d'avoir du coup une seule fiscalité, une seule administration. Enfin, ça débloquerait plein de freins. Et ça, il y a un monde dans lequel on va tout faire pour. Parce que c'est costaud quand même comme c'est comme très projet. Costaud. Maintenant, je pense que les planètes n'ont jamais été aussi alignées. Dernière petite question. Tu as vu plein de start-upers, plein d'entrepreneurs. C'est quoi la clé de réussite? Alors, il n'y a pas de recette miracle encore une fois, mais tu as des dénominateurs qui te permettent de dire putain, ce genre de personnes, je sais qu'ils ont tous les bons critères pour pouvoir réussir. Un trait commun à beaucoup de personnes que j'avais réussir, c'est cette capacité à être très curieux, à avoir toujours une espèce de radar tout le temps allumé, à savoir un peu se diffuser, se créer des contacts, en fait à s'ouvrir des horizons en permanence, tout en sachant rester méga focus dans son activité. Parce que c'est très difficile, tu vois, d'aller piocher des nouvelles idées sans se disperser. Et une capacité à rester focus, pour moi, est assez clé. C'est beaucoup plus compliqué de savoir dire non que de... tout le monde sait dire oui et se disperser. Dire non, c'est extrêmement compliqué. Après, tu réussis pas juste si t'es focus. Hein. Je pense que l'équipe que tu construis aussi, c'est super important. Parce qu'on ne réussit jamais seul. Mais encore une fois, c'est cette même idée de... Je suis claire sur ce que je veux faire, je sais rester focus tout en acceptant le changement. Et j'ai toujours un peu mon radar allumé pour justement rencontrer les bonnes personnes qui vont peut-être pouvoir m'accompagner, peut-être pas tout de suite, mais dans 3 ans. Et ça, c'est fort. J'en mets. Écoute, mille merci Maya. Très content de t'avoir reçu. Il n'y a pas eu d'insulte pendant ça. Ouais, ça me paraît bizarre là, mais dès que les caméras vont s'éteindre, vous allez voir recommencer. Vous allez voir qui est Maya. Je suis hyper content. On peut te retrouver sur LinkedIn principalement. Oui, principalement sur LinkedIn. Si jamais vous souhaitez poser des questions, peut-être même essayer de faire partie de France Digital. C'est pas essayer, si vous pensez qu'il y a une raison et que vous voulez soutenir le mouvement, faut pas hésiter. Et écoute, clairement, courage pour les négociations de budget. Sors-nous des petites pépites. Et puis on vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Encore un grand merci. Et puis on se dit à très vite. À très vite, merci. Ciao Maya. Salut. Salut.